Chang Kwan. Je pense que c'est eux qui m'a intéressé, c'est le fait que CE n'était pas vraiment... Enfin, j'aime les histoires de boxe, mais CE n'était pas vraiment une histoire de boxe. C'était une histoire d'amour et une personne qui... il y a une sorte de silence qui s'abat sur les gens que nous oublions. Pas parce qu'ils n'étaient pas importants, mais parce que quelqu'un s'est assuré que nous regardions ailleurs. Elle était partout autrefois, souriant à son bras lors de premières, prenant les cœurs à l'écran, débordant de promesses et de flammes. Maintenant, peu remarqueraient son visage s'il passait dans un gros titre. Le temps a passé, la célébrité s'est dissipée. Mais quelque chose de son histoire reste comme une phrase incomplète qui continue de résonner en arrière-plan. Si son nom est mentionné aujourd'hui, il ne provoque pas d'applaudissements. Il provoque la confusion, peut-être même la culpabilité. Que s'est-il passé? Où a-t-elle disparu? Et pourquoi est-ce douloureux même d'enquêter? Certaines histoires n'ont pas de fin qui défilent avec le générique, d'autres sont enterrées progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une question. Comment une personne si présente devient-elle absente, sa jeunesse et sa carrière? Clint Eastwood n'a pas commencé sa vie sous les projecteurs. Il est né à San Francisco en 1930, pesant plus de 5 kg, si grand que le personnel de l'hôpital l'a surnommé Samson. Il a passé son enfance en Californie, déménageant un peu et s'est finalement installé à Piedmont, un quartier aisé avec des rues bordées d'arbres et des communautés paisibles. Loin d'être un aspirant hollywoodien, Clint n'était à ce stade qu'un gamin grand et réservé, essayant de faire son chemin dans la vie comme tout le monde. Après l'école, il a occupé des emplois occasionnels, notamment comme sauveteur et commis dans une épicerie. Pendant un certain temps, rien n'indiquait qu'il apparaîtrait un jour devant une caméra, mais la vie a façon imprévisible d'ouvrir des portes. Alors que Clint était stationné à Fort ou pendant son service militaire, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un homme du nom de Chuck Hill, qui avait des relations à Hollywood et connaissait Clint Pryor, l'a rencontré à nouveau. Hill a reconnu un potentiel chez Clint, peut-être pas tellement dans son jeu d'acteur pour le moment, mais dans sa présence. Il a présenté Clint à un caméraman d'Universal Studios du nom d'Irving Glassberg qui a organisé une audition. L'audition initiale ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu. Le réalisateur, Arthur Lubin, appréciait la taille de Clint et son apparence brute, mais pensait que son jeu d'acteur devait s'améliorer considérablement. Chang-2, néanmoins, Lubin pensait suffisamment à lui pour lui offrir un petit contrat, $100 par semaine, mais lui a recommandé de s'inscrire à des cours de théâtre s'il était sérieux au sujet de son jeu d'acteur. Clint a accepté. Au début, CE n'était pas facile, il était mal à l'aise devant la caméra, rigide dans SES manières et prononçait SS répliques entre les dents serrées, une manie qui a persisté. Mais malgré CES faux pas initiaux, il y avait quelque chose chez lui qui ne pouvait être nié. Peut-être était-ce son énergie sereine et inébranlable, peut-être était-ce la dureté discrète qu'il transmettait sans même faire d'efforts. Finalement, sa chance est venue avec la série télévisée Rawhide à la fin des années 1950. Il était un cow-boy nommé Rowdy Yates et les fans ont commencé à le remarquer. L'émission a duré des années et a fourni à Clint l'expérience et la visibilité dont il avait besoin. C'est ainsi que ça a commencé. Pas de feu d'artifice, pas de drame, juste une ascension progressive et régulière par quelqu'un d'inconnu à quelqu'un qui finirait par être connu. Clint Eastwood n'est pas devenu célèbre du jour au lendemain, il l'a construite étape par étape, tranquillement. Vie personnelle. Clint Eastwood n'a pas seulement créé une carrière à Hollywood qui a duré des décennies, il a également vécu une vie remplie de décisions personnelles complexes, notamment en matière de romance. Tout au long de sa vie, il a eu de nombreuses femmes sur son radar, certaines par intermittence et d'autres sérieusement. Certaines des relations se sont croisées et elles se sont généralement déroulées dans l'obscurité, hors des projecteurs. Sa première épouse était Margaret Neville Johnson, une instructrice de conditionnement physique avec qui il a eu un rendez-vous arrangé. Elle est devenue sa femme en 1953. Mais avant et même pendant ce mariage, Clint a eu d'autres liaisons. L'une de ses premières liaisons a été celle qui lui a valu une fille nommée Laurie en 1954, qui a été placée à l'adoption. Clint en parlait rarement et les informations sur sa mère n'ont pas été rendues publiques.
Pendant qu'il était marié à Johnson, Clint a entretenu une autre relation à long terme, cette fois avec la cascadeuse Roxanne Tunis. Cette relation a duré de 1959 à 1973 et a produit une autre fille, Kimber, en 1964. Bien que l'étrangeté de leur situation aurait pu être censée les séparer, Clint et Tunis sont restés proches pendant de nombreuses années jusqu'à son décès en 2023. Clint et Johnson ont ensuite eu 2 enfants, Kyle, né en 1968, et Allison, né en 1972. Le mariage a duré des décennies, bien que pas de manière typique. Johnson semblait supporter le style de vie de Clint, mais ils ont divorcé en 1984. Chunk 3, puis SS Mariage ont continué à faire sourciller. Dans une liaison discrète avec une hôtesse de l'air, Jocelyn Reeves, Clint a eu 2 autres enfants, Scott en 1986 et Catherine en 1988. La liaison n'était pas de notoriété publique à l'époque et les enfants étaient techniquement sans père pendant quelques années. Pourtant, ils ont finalement confirmé que Clint était leur père et Scott a même fini par jouer comme son père. Dans les années 1990, Clint a fréquenté l'actrice Frances Fisher et ils ont eu une fille nommée Francesca en 1993, puis en 1996, il s'est remarié, cette fois avec la présentatrice de nouvelles de la télévision, Dana Ruiz. Ils ont eu une fille ensemble, Morgan, également née cette année-là. Ce mariage a duré près de 2 décennies avant de se terminer par un divorce en 2014. Clint Eastwood ne parle pas souvent de sa famille dans les interviews. Il a mentionné que bien qu'il puisse gérer la publicité, ses enfants n'avaient pas envie de CES projecteurs. Et c'est peut-être pour cette raison que, bien qu'il soit l'un des noms les plus connus à Hollywood, une grande partie de la vie privée de Clint était restée juste hors de portée, complexe, compliquée et surtout non dite derrière le conflit de la caméra. En 2008, les 2 titans du cinéma, Spike Lee et Clint Eastwood, se sont engagés dans une bataille publique enflammant un débat animé sur la race, la factualité historique et la représentation dans le cinéma. Tout a commencé lorsque Lee s'est plaint des films de guerre acclamés par la critique d'Eastwood, Flags of Our Fathers et Letters from Iwo Jima, tous 2 sortis en 2006. Le savoir-faire d'Eastwood n'a jamais été remis en question, mais Lee a critiqué CE qu'il percevait comme un manque évident de soldats noirs. Lee, connu pour ses opinions intransigeantes sur la race et la narration, a exprimé clairement ses pensées lors du Festival de Cannes cette année-là. Il a soutenu que Eastwood avait effacé les Marines noirs de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux Afro-Américains se sont battus et sont morts à Iwo Jima, a déclaré Lee, suggérant que même une représentation minimale aurait reconnu leur contribution. Eastwood n'a pas hésité à répondre. Il a rétorqué publiquement et a dit qu'un gars comme lui devrait fermer sa gueule. Il s'est justifié en disant que SS Film était basé sur certains événements documentés, en particulier la levée du drapeau sur le mont Suribachi, qui ne comptait que des militaires sur blanc. Pour Eastwood, il serait inexact d'inclure des personnages noirs là où ils n'étaient pas présents historiquement. Mais le scandale ne s'est pas arrêté là. Les médias se sont emparés de l'histoire presque immédiatement. Certains ont défendu Lee, affirmant que les cinéastes doivent dépeindre la réalité globale plutôt que des moments isolés. D'autres sont venus défendre la vision d'Eastwood, affirmant que la licence créative et la concentration sur des événements spécifiques permettent une précision narrative. Néanmoins, la confrontation entre les 2 cinéastes n'était pas simplement à propos du film. C'est devenu un phénomène culturel plus vaste. Il a servi de rappel d'un vieux débat à Hollywood. Qui peut raconter l'histoire et dont les histoires sont laissées de côté ? Le débat a obligé le public à réfléchir plus attentivement à CE qu'il voit à l'écran et aux lacunes qui passent constamment inaperçues. Chunk 4. Même au milieu de la tension, les 2 hommes ont persisté dans leur carrière avec détermination. Lee avait sorti Miracle at St. Anna la même année, un film sur les soldats noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup l'ont perçu comme sa réponse directe à la controverse. Eastwood, d'un autre côté, a continué à réaliser des films basés sur des événements historiques réels défendant ses décisions.
Avec le recul, la querelle n'était pas entre deux cinéastes ayant des opinions divergentes, il s'agissait de la façon dont nous regardons l'histoire. Le conflit a irrité les plumes, non seulement pour CE qui a été écrit, mais pour CE qu'il représentait. C'était un rappel que les histoires ne sont pas objectives et parfois qui raconte est aussi important que CE qui est raconté. La réaction à la scène la plus controversée de Richard Jewell. En 2008, une dispute publique a éclaté entre deux réalisateurs de renom, Spike Lee et Clint Eastwood, qui a enflammé le monde du cinéma avec des arguments sur la race, l'authenticité historique et la représentation à l'écran. Cela a commencé lorsque Lee s'est opposé au film de guerre primé d'Eastwood, Flags of Our Fathers et Letters from Iwo Jima, qui sont sortis en 2006. La compétence d'Eastwood en tant que cinéaste n'a jamais été un problème, mais Lee s'est plaint de CE qu'il considérait comme un oubli flagrant. Les soldats noirs n'étaient pas représentés. Lee, pour SES Perspective inflexible sur la race et le récit, a fait connaître SES Intention au Festival de Cannes. Cette année-là, il pensait qu'Eastwood avait effacé les marines noires de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux Afro-Américains se sont battus et sont morts à Iwo Jima, a déclaré Lee, laissant entendre que même une représentation symbolique aurait reconnu leur contribution. Eastwood n'a pas mâché ses mots. Dans sa réponse, il a rétorqué publiquement en disant « Un gars comme lui devrait fermer sa gueule ». Il a justifié sa décision en affirmant que SES Film était inspiré de certains événements documentés, en particulier la levée de drapeaux légendaires sur le mont Suribachi, qui ne comprenait que des militaires blancs. Pour Eastwood, introduire des personnages noirs là où il n'y en avait pas historiquement serait inexact. Mais la querelle ne s'est pas arrêtée là. Les médias se sont emparés de l'histoire en un éclair. Certains critiques étaient avec Lee, soutenant que les cinéastes sont obligés de dépeindre la réalité plus large et pas seulement des moments spécifiques. D'autres ont défendu la vision créative d'Eastwood, arguant que la liberté artistique et la concentration sur certains événements permettent la fidélité narrative, mais le conflit entre les deux réalisateurs n'était pas simplement à propos du film, se transformant en quelque chose de plus grand, un moment culturel. Il a souligné une question de longue date à Hollywood qui peut raconter l'histoire et dont les histoires sont laissées de côté. Le débat a obligé les spectateurs à réfléchir plus attentivement à CE qu'ils regardent à l'écran et aux trous qui restent inobservés. Bien que la tension soit forte, les deux hommes ont poursuivi leur carrière sans relâche. Lee est sorti avec Miracle at Sainte Anna la même année, un film basé sur des vétérans de la guerre noire pendant la Seconde Guerre mondiale que la plupart ont perçu comme sa réponse claire à la controverse. Eastwood, à son tour, a continué à faire des films basés sur des événements réels sur lesquels il est resté ferme. Rétrospectivement, la querelle n'était pas simplement à propos de deux réalisateurs en désaccord. Il s'agissait de la façon dont nous regardons l'histoire. Chunk 5. L'argument a ébranlé non seulement à cause de CE qui était dit, mais à cause de CE qu'il représentait. Il nous a rappelé que l'histoire n'est pas objective, et parfois qui compte autant que le récit lui-même. Les histoires d'amour non racontées de Clint Eastwood. Derrière le personnage digne de Clint Eastwood sur grand écran se cache un gâchis coquin de liaisons amoureuses clandestines, de paternité dissimulée et de dévastation psychologique qui a marqué de nombreuses femmes dans sa vie. Alors que le monde acclamait SS héros occidentaux taciturnes et sa suavité macho, sa propre vie dépeignait un conte plutôt différent, un conte d'adultère, d'abandon et de tromperie. Au centre de ces récits douloureux se trouvait Roxane Tunis, une cascadeuse sur le plateau de Rowide, avec qui Clint a eu une liaison secrète de fourtinant, le tout alors qu'il était encore marié à sa première femme, Maggie Johnson. Leur relation n'était pas une erreur passagère. Elle a duré plus d'une décennie, cachée aux yeux du public et même à Maggie elle-même. En 1964, Roxane a donné naissance à Kimber, la fille de Clint. Mais étonnamment, Clint n'avait aucune idée qu'elle était née avant, près d'un an plus tard. Et quand il l'a fait, il a gardé sa vie secrète, ne l'apercevant que tous les quelques mois, comme si elle était un secret à contrôler plutôt qu'un enfant à chérir. Mais ce n'était pas le seul chapitre secret de son passé.
Clint Eastwood a continué à engendrer au moins 8 enfants avec 6 femmes différentes, parmi lesquelles Laurie, Kimber, Scott, Catherine, Francesca, Kyle, Allison et Morgan. Plusieurs des enfants sont nés de relations simultanées. Essentiellement, Clint était en relation avec plusieurs femmes simultanément, chacune ignorant les autres, ou pire, laissées à souffrir en silence de la trahison. Certaines d'entre elles, comme Laurie, ont été adoptées et réunies avec Eastwood seulement des décennies plus tard, après des années de spéculation sur CE que leur père pourrait être. D'autres, comme Scott et Francesca, ont été élevés dans des foyers cire brisés portant le nom légendaire de leur père, mais pas toujours son attention ou sa préoccupation. La reconnaissance publique de beaucoup de SS enfants est venue lentement ou pas du tout. D'autres sont venus au monde seulement lorsque les tabloïds ont révélé la réalité, forçant les femmes et les enfants à faire face à l'épave émotionnelle sous un projecteur brûlant. Derrière des portes closes, Maggie Johnson, la femme loyale qui avait soutenu Clint pendant des années, a été forcée d'accepter la réalité écrasante que son mari non seulement l'a trompée, mais construisait des vies et des familles secrètes entières en son absence. C'est un conte qui entache la réputation de l'un des plus grands noms d'Hollywood. Dans l'ombre des projecteurs, Clint Eastwood a laissé derrière lui non seulement un héritage de légendes cinématographiques, mais une histoire familiale brisée avec des enfants cachés, des vœux brisés et des femmes qui ont silencieusement porté les cicatrices qu'il a laissées derrière lui, les femmes qui ont souffert aux mains de Clint Eastwood. Clint Eastwood est largement considéré comme le dur à cuire par excellence au cinéma, mais certaines de SS histoires de vie réelle racontent un monde très différent, plus sinistre. Alors que les fans louent son attitude suave et sa carrière cinématographique emblématique, sa vie avec les femmes les plus proches de lui a été une source de grande inquiétude. Au-delà du charisme et de la célébrité, une réalité très différente semble le hanter. La première femme d'Eastwood, Maggie Johnson, a été avec lui pendant des décennies, mais leur mariage était loin d'être un conte de fées. Selon un récit de style mémoire rapporté par l'Irish Independent, Clint aurait agressé physiquement Maggie et à un moment se démarque dans des détails horrifiants. Chunk 6. Le rapport affirme que lors d'une violente dispute, Eastwood l'a renversée dans la salle de bain si fort qu'elle s'est écrasée dans une baignoire. Ce n'était pas un incident isolé. Il est rapporté qu'il représente un schéma de violence et de tension enraciné dans leur relation. Essayez d'imaginer la douleur et la peur que Maggie a dû endurer, gardant le silence alors que son mari était salué comme un héros par le monde. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pendant plus d'une décennie, Clint Eastwood a eu une romance très publique avec l'actrice Sandra Locke. Mais c'est eux qui semblaient être un couple puissant à l'extérieur et devenu quelque chose de décidément plus méchant dans les coulisses. Dans plusieurs déclarations publiques, Locke a décrit Eastwood comme contrôlant, manipulateur et émotionnellement abusif. Elle a affirmé qu'il l'avait contrainte à 2 avortements alors qu'ils étaient ensemble et l'avait ensuite forcée à subir une ligature des trompes, la rendant effectivement infertile. Elle a subi CES procédures qui ont changé sa vie. Locke a expliqué non pas parce qu'elle le souhaitait, mais parce que son mari Clint ne souhaitait pas avoir plus d'enfants. Locke a écrit par la suite qu'elle avait des visions de créer une famille, mais elles ont été brisées sous la pression. Elle a parlé de se sentir piégée, gaslightée et impuissante, décrivant comment Eastwood a invoqué son pouvoir et son influence pour l'étouffer lorsqu'elle a tenté de s'échapper. Lorsque la relation était terminée, Eastwood l'aurait enfermée à l'extérieur de la maison qu'ils partageaient, un acte qu'elle a qualifié de cruauté finale. Leurs guerres devant les tribunaux ont duré des années. Eastwood a contesté les allégations de contrainte, mais la détresse émotionnelle que Locke a rendue publique entache toujours sa réputation. Ce ne sont pas des histoires de mauvaise rupture. Ce sont des histoires de violence, de force et de domination de femmes qui ont un jour adoré un homme que le monde considérait comme une légende. Elles servent à rappeler que la célébrité peut dissimuler beaucoup de choses et que parfois, les histoires les plus obsédantes se produisent loin des yeux du public. Quand Sandra a rencontré Clint, c'était l'automne 1975 lorsque des étincelles ont commencé à voler
entre Sondra Locke et Clint Eastwood lors du tournage de The Outlaw Josie Wales. Bien qu'ils se soient déjà rencontrés lorsque Locke avait auditionné pour un rôle dans Breezy d'Eastwood, rien ne s'était produit jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à Page, en Arizona. L'attraction entre eux était immédiate. Locke se souviendrait plus tard dans un documentaire. C'était juste une attraction immédiate entre nous deux. Leur premier rendez-vous s'est terminé par une relation sexuelle, le précurseur de CE qui s'est avéré être l'une des relations les plus passionnées et les plus choquantes d'Hollywood. Eastwood était alors toujours marié à Maggie Johnson, mais dans tous les rapports, son mariage était émotionnellement aliéné depuis des années. Il ne passait pas beaucoup de temps au domaine de Pebble Beach de Johnson et leur mariage ouvert n'était un secret pour personne parmi les initiés d'Hollywood. Eastwood a admis à Locke qu'il n'avait jamais été amoureux auparavant et lui a même chanté un air qu'il a intitulé « She Made Me Monogamous ». Locke avait également des choix. Le scénariste Philip Kaufman l'a courtisée, mais elle a opté pour Eastwood. Les deux ont commencé à partager du temps entre SS Maison à Carmel, Sherman Oaks et des propriétés louées à San Francisco et Tiburon. Chunk 7, ils ont ensuite loué une maison de célibataires sur Stradella Road qui leur serait associée pendant des années. Bien que leur liaison ne soit rendue publique qu'en 1977, les premières années ont été remplies de passion, de calme et de l'excitation de deux artistes tombant profondément amoureux. Locke avait l'habitude de dire qu'elle n'avait jamais ressenti un tel amour auparavant, et même si CE qui a suivi a été une tempête de feu, CE début était indéniablement magnifique. La bataille pour la justice de son ex-femme. Pendant des années, Sondra Locke a été connue comme la partenaire de Clint Eastwood à l'écran comme hors écran. Mais leur relation de 13 ans s'est terminée dans une tempête de drame juridique qui lui coûterait plus que de l'amour. En avril 1989, alors qu'elle écrivait son film Impulse, Locke a reçu une lettre dévastatrice. Les avocats de Clint avaient changé les serrures de leur maison de célibataire, emballé SS Affaires et lui avaient refusé l'entrée. La lettre, écrite froidement pour être avec Madame Gordon Anderson, a laissé Locke chancelante. Elle s'est évanouie après l'avoir lue. Elle a rapidement intenté une action en justice pour abandon financier, détresse émotionnelle, expulsion forcée et même écoute téléphonique. Locke ne se battait pas seulement pour une aide financière, elle se battait pour la dignité et le respect après des décennies de manipulation psychologique. L'affaire judiciaire s'est transformée en un drame public alors qu'elle cherchait non seulement une compensation, mais aussi la justice. Après 19 mois épuisants, Eastwood a abandonné l'affaire discrètement. Locke a obtenu 2 maisons, $450,000 en espèces et surtout un contrat de développement de $5 millions avec Warner Brothers. Le contrat était censé lui permettre de passer d'actrice à réalisatrice et cela ressemblait à une victoire jusqu'à ce que la dure réalité se fasse jour. Entre 1990 et 1993, Locke a présenté plus de 3 douzaines d'idées de films à Warner Brothers. Chacune a été rejetée. Malgré son succès et ses capacités, la porte est restée résolument fermée. Elle découvrirait plus tard que l'accord de studio avait été discrètement financé par Eastwood lui-même et n'avait jamais été destiné à promouvoir sa carrière. C'était, à son avis, une imposture, un moyen de la faire taire et d'empêcher d'autres répercussions juridiques. Locke a de nouveau poursuivi, cette fois pour fraude. En 1996, elle a allégué que l'accord de développement avait été une façade, un écran de fumée destiné à la faire taire et à empêcher sa carrière d'aller de l'avant. Des déclarations sous serment interne ont par la suite corroboré son témoignage, montrant que Warner n'avait jamais eu l'intention de produire son matériel. Alors que Eastwood insistait sur son innocence, Locke a déclaré fermement que sa bataille n'était pas une question d'argent, sa bataille visait à retrouver sa voix. Il n'a jamais été question d'argent, a-t-elle expliqué, il s'agissait de se battre pour mes droits professionnels, mais le mal était fait. Sa carrière n'a jamais retrouvé son élan. Chunk 8, la femme qui avait été nominée aux Oscars et qui était sur le point de devenir une star de la réalisation, est si tombée dans l'obscurité. Son conte est un amer rappel de la rapidité avec laquelle le pouvoir peut museler même les talents les plus brillants à Hollywood.
La bataille silencieuse. Sondra Locke était une star, une fille en or qui illuminait l'écran dans les années 70 et 80. Mais derrière ses sourires éclatants, derrière le charme et la célébrité, se cachait une femme dont la vie s'est progressivement désintégrée dans une souffrance secrète. Elle n'a pas simplement disparu des feux de la rampe, elle s'est éclipsée sous le fardeau de la douleur, de la trahison et d'un corps qui n'a cessé de la lâcher. En 1990, Locke a reçu un diagnostic de cancer du sein. CE fut une expérience dévastatrice dans une vie déjà pleine de cicatrices émotionnelles, dont beaucoup étaient liées à sa romance troublée avec Clint Eastwood. Pour aggraver le chagrin, le cancer l'a forcée à subir une double mastectomie, une opération physiquement et émotionnellement épuisante. Pourtant, elle a persévéré, elle s'est battue en silence. Et quand elle s'en est sortie, elle ne s'est pas appuyée sur la sympathie. Elle est restée discrète, stoïque, résiliente, mais le cancer a une fâcheuse tendance à revenir. Et c'est CE qui l'a fait. Cette fois, pas seulement dans le sein, il s'était propagé à SSOS lentement, silencieusement et de manière dévastatrice. Sa santé s'est tranquillement érodée au fil des ans. Des amis disent qu'elle a enduré une fragilité progressive et des rumeurs circulaient sur d'autres affections. Fatigue chronique, anémie et essoufflement, chaque jour devenait plus difficile, chaque respiration un peu plus difficile et toujours aucune déclaration publique, aucune grande déclaration. Sondra n'a jamais fait entrer le monde dans sa souffrance. Le 3 novembre 2018, elle est décédée dans sa résidence de Los Angeles. La raison, un arrêt cardiaque, résultat de SCS lutte contre le cancer du sein et des os. Elle avait 74 ans, mais dans un monde obsédé par les célébrités où tout le monde dévore les gros titres et reçoit les nouvelles en un instant, personne ne l'a fait. Pas avant 41 jours. Son décès a été signalé aux autorités, mais pour une raison quelconque, le public n'en a été informé qu'à la mi-décembre. Aucun hommage n'a afflué. Chunk 9, pas de réaction négative sur les réseaux sociaux. C'est Radar Online qui l'a annoncé discrètement et cela ressemblait plus à un murmure qu'à un titre. Au moment de la sortie de The Mule de Clint Eastwood, il n'a jamais confirmé son décès. Sa mort n'était pas simplement une fin, c'était un effacement. Il n'y a pas eu d'hommage de l'industrie à la télévision, pas de condoléances de l'industrie. Les Oscars, dont le segment émotionnel In Memoriam honorait chaque année les défunts, l'ont omise. Elle a été rendue invisible dans la mort comme elle l'avait été dans les dernières années de sa vie. Six cendres ont été présentées à son ami de longue date et mari légal de facto, Gordon Anderson, le même type qu'elle avait toujours soutenu financièrement et émotionnellement. Finalement, elle lui a laissé sa fortune d'environ 20 millions de dollars, assurant que la seule personne qui lui était restée loyale avait quelque chose à quoi s'accrocher. Mais le silence entourant sa mort, le blackout médiatique, les questions sans réponse, les amis qui n'ont jamais dit un mot semblaient impitoyables. Certains se sont demandé si elle l'avait demandé. Peut-être ne voulait-elle pas que le monde soit témoin de sa vulnérabilité, peut-être voulait-elle s'évanouir sans fanfare. Ou peut-être, juste peut-être, après toute la douleur qu'elle avait subie, elle ne pensait tout simplement pas que personne ne s'en soucierait. À 95 ans, Clint Eastwood évolue discrètement. Clint Eastwood, âgé de 95 ans, refuse toujours de prendre sa retraite, même lorsque les fans soupçonnaient que la sortie de son film Juror No. 2 en 2024 serait son chant du cygne en tant que réalisateur. Eastwood a rendu une chose évidente. Il est loin d'avoir terminé. Eastwood a réitéré sa conviction dans des interviews récentes que la créativité n'est pas quelque chose qui s'épuise avec l'âge et qu'il a plus d'histoires à partager. Bien qu'il ait gardé un profil bas au cours des dernières années, Eastwood a été aperçu publiquement à Carmel by the Sea, où il possède et séjourne fréquemment au pittoresque Mission Ranch. L'observation a eu lieu des mois après le décès de sa compagne de longue date, Christina Sandera, en juillet 2024. Le décès a été maîtrisé, Eastwood se retirant de la vie publique pendant un certain temps pour pleurer en isolement. Malgré la tension émotionnelle, Eastwood a conservé sa vigueur physique et mentale. On dit qu'il suit un régime végétarien, fait de l'exercice avec du golf et de la marche,
et médite et fait du yoga pour maintenir S&S niveau d'énergie nette. Son fils, Scott Eastwood, a récemment déclaré que son père allait bien et qu'il était toujours le même homme déterminé et terre-à-terre qu'il a toujours été. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Clint serait déjà au premier stade de la réalisation d'un autre film. Même à 95 ans, il résiste à la récente obsession d'Hollywood pour les franchises et les remakes, appelant plutôt à une narration audacieuse et originale. Clint Eastwood est chez lui en Californie aujourd'hui, avec la terre, SS proche et un héritage qu'il a mis des décennies à cultiver. Chunk 10. Il ne recherche peut-être pas les projecteurs, mais il est loin d'avoir terminé. Pensivement et comme toujours avec courage, Eastwood écrit la page suivante de sa carrière légendaire. En fin de compte, la vie de Sondra Locke se lit comme un scénario hollywoodien, brillante, compliquée et discrètement tragique. Elle était plus que la partenaire de Clint Eastwood, plus que le rôle qu'elle jouait devant la caméra. C'était une femme qui a osé aimer profondément, créer avec audace et se battre lorsque le système a essayé de la faire taire. De son ascension précoce, en tant qu'actrice nominée aux Oscars aux années qu'elle a passées enfermée dans des batailles juridiques et émotionnelles, Sondra s'est comportée avec une sorte de grâce qui n'a jamais fait les gros titres, mais qui a laissé une marque permanente sur ceux qui ont prêté attention. Son silence et sa mort étaient aussi obsédants que sa voix dans la vie. Pas d'hommage public, pas d'éloge funèbre sincère, juste un nom sur un certificat de 2 décès et une omission flagrante en tête dans le segment In Memoriam des Emmy Awards. On avait l'impression que le monde essayait de l'effacer à nouveau. Et pourtant, son héritage persiste non seulement dans les films qu'elle a réalisés avec Eastwood, mais aussi dans son courage de s'exprimer, d'exiger sa valeur, de tenir les hommes des puissants responsables à une époque où très peu de femmes osaient le faire. Même après toute la douleur, la maladie, la trahison, le chagrin, elle a choisi de ne pas faire de bruit. Elle a disparu aussi discrètement qu'elle avait vécu S&S dernières années. Mais cela ne signifie pas que nous devrions l'oublier. Sondra Locke était un symbole de résistance dans une industrie qui pardonne rarement aux femmes qui se rebellent. Elle était vulnérable mais féroce, brisée mais indomptée. Clint Eastwood était peut-être la légende, mais Sondra était l'âme de l'histoire, et peut-être que dans cette absence tranquille, dans ce silence final, elle a fait sa déclaration la plus forte de toutes. Elle était ici. Elle comptait, et son histoire mérite d'être rappelée. Si cette histoire vous a touché, vous n'êtes pas seul. La vie de Sondra Locke était pleine de talent, de douleur et de force, et sa vérité mérite d'être rappelée. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous qu'elle a un jour obtenu la justice qu'elle méritait ? Si vous voulez plus d'histoires inédites d'Hollywood, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle mise en ligne. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, chaque star a une histoire